peut-être vous annoncer le parcours qu'on va faire. J'aurais aimé commencer avec Jake à parler dans un premier temps du processus d'acquisition, parce que l'exposition ici, Qui Parle, Who Speaks, est une exposition qui regroupe des œuvres qu'on a acquises en 2017, donc les nouvelles acquisitions qui ont été faites dans le cadre de notre programme de collectionnement ici à la galerie. Et l'exposition réfléchit à l'une des questions qui est ressortie à travers l'ensemble des propositions, à savoir celle de la subjectivité parlante, du langage et en fait, des questions liées à la discursivité, à l'authorship, au statut d'auteur et au langage. Mais aussi, l'exposition intègre une réflexion sur le processus d'acquisition lui-même. Et dans cette salle, c'est pour ça aussi que je vous ai regroupé dans la salle ici pour commencer. Il y a une section de textes et documents qui traite du processus d'acquisition lui-même. Donc, on trouvait intéressant, dans le cadre d'une exposition qui s'appelle Qui Parle, Who Speaks, d'intégrer des éléments qui questionnent également l'identité, la présence des voix qui contribuent à faire en sorte que certaines œuvres existent dans une collection. Voilà. Donc, et l'une des choses que j'aimerais aborder dans un premier temps avec Jake, c'est non pas la présence des documents qui sont là, mais l'absence d'un document dont il avait été question à travers le processus de conceptualisation de l'exposition, qui est l'enregistrement ou le procès-verbal de la réunion du comité qui s'est tenu en janvier 2017. Il avait été question à un certain point dans nos réflexions d'intégrer ce document-là, c'est-à-dire la réunion dans laquelle nous avons en comité discuté des propositions d'acquisition et tout le débat qu'il y a eu autour de l'intégration ou non de certaines œuvres. Et ce document-là avait été considéré comme un possible élément expositionnel à intégrer dans l'exposition elle-même. Et il y a eu un débat vraiment intéressant avec Michel, la directrice de la galerie, avec le comité d'acquisition, autour de la pertinence et des enjeux que pouvait soulever l'inclusion de ce document-là, l'inclusion de documents qui, à la base, est considéré comme confidentiel. Donc, les discussions se passent à huis clos, mais on trouvait intéressant de créer une sorte de transparence autour des voix qui sont impliquées dans les processus décisionnels dans une institution comme la galerie ici. Et donc, je dirais que j'aurais aimé t'entendre, parce qu'il y a eu cette discussion-là, à savoir quelles sont les implications éthiques autour de la révélation, la divulgation de cette chose, des débats, des œuvres. Il y a eu des réflexions vraiment intéressantes qui ont été soulevées suite à l'émergence de cette possibilité par la conceptualisation de l'exposition. Donc, je ne sais pas si tu avais peut-être deux mots à dire. Oui, bien sûr. I'm going to speak in English primarily, mais c'est passé pour faire un échange en français. Juste un demande si vous avez besoin de traduction ou d'autres choses, mais je suis plus facile en anglais, spécialement après une fin de semaine à Toronto. Après, c'est un peu bizarre de perdre la langue. So, as you've heard, it was a very interesting motivation to have that conversation made available. And for me, it really gets to these ideas of dislocation that I think are really central to ideas of identity and construction, vocality. Like, for example, I would like to, before we continue, just acknowledge that we are on the lands of the Yingahaga, Kirontajaga, Munyang, however we wish to describe it, with the multiple languages and peoples that have operated in this space. So when it's talking about Qui Parle, or who speaks, immediately we're talking about a spatial occupation. It always, for me, becomes spatial. To speak at all does define a location and is made possible through resonance and reflection. So when there was this opportunity to have our process verbal
here in the space, my concern wasn't that people would know what we had said, because I was working with an exceptionally careful, as in full of care audience to make those selections. It was more that we speak differently in different locations, and when that process verbal becomes an object within a gallery, it takes on, it starts to accrue different kinds of, it gathers information, it gathers different levels of meaning, and I was quite intrigued by the possibility, but ultimately felt that I didn't want that dislocation completely to occur. It's also, it also prompted questions around labor as well, and I'm not sure if that's something we always consider when talking about what would be the expectation of an organization. You know, the acquisitions committee as a volunteer and an owner. It's a combination of the value accrues in that for various ways. But how many artists and cultural workers give of their time in exchange for perhaps a sense of voice? So when we start to think about, well, what would we have to do to have this be present? Most of the members wanted to hear the tape again. And then you imagine how much time will that take? We met for many hours. And 3 heures. Oui, c'est 3 heures ensemble. Et 3 heures, c'est pas trop long pour faire une décision that changes an artist's life. And we were very conscious of that was to the benefit of many. So there's an exceptional shift in spatialities, labors, as well as vocality. Oui, et puis bon, nous étions assez préoccupés également par la nature confidentielle de certains renseignements qui étaient aussi divulgués dans cette bande sonore ou dans ce procès verbal écrit, et la possibilité ou l'option de censurer le document nous posait également problème en termes de transparence parce qu'à partir du moment où on obscurcit une information, qu'est-ce que ça génère comme autre questionnement, et la question du travail qui était soulevé par Jake dans le débat autour de cette possibilité pointait également le travail qui en fait, on se disait, bon, si les membres du comité sont à l'aise peut-être ou pas d'intégrer ce document-là, mais en ayant un regard rétrospectif sur la chose, et peut-être en considérant la possibilité d'enlever certains passages qui les gênaient ou qui auraient pu. Mais là, il y avait toute une autre problématique qui était soulevée autour de la nature incomplète du document, et que devient le document s'il est censuré. Mm-hmm. Et je me souviens à un certain point, Jake, tu mentionnais le fait que si on participait à ce processus-là, qu'est-ce qu'on crée? Est-ce qu'on crée une œuvre? Et si on crée une œuvre qui va être présentée dans l'exposition, comment les membres du comité, quel devient leur rôle aussi? Comment leur voix devient non seulement la voix qui a passé à travers le processus décisionnel, mais qui devient également une voix qui agit a posteriori sur un matériau dont ils ont été partie prenante. Donc, it was very interesting to consider not censorship but editing, and to switch that consideration to go, that's not that we won't say this in public, but it started to become something so constructed, as with the other works that are here, who were intended for public. Like the goal, the end game of all of these objects was for a public, whereas ours was for evidence of our practice to become public, not for the practice itself. This might seem like a subtle distinction, but it became a very interesting one to me, and particularly heightened when we're dealing with works of art that were selected that all address identity and the voice in very direct ways, even when silent. So it was, I think, a very astute and generative question that Katrie was asking us that really led to a deepening of the decisions that were made. But there was also this question of whose voices were absent at all times. And so the institutional critique allowed by that kind of questioning just started to tumble in ways that I felt
interestingly only enrich the works of art, and so that's why I'm glad we get to speak about it more and perhaps reveal some of those things further. Juste avant de poursuivre, j'aimerais vous inviter évidemment à poser des questions à tout moment dans la discussion et à me faire signe. Je sais que je n'ai pas une voix qui porte, alors si jamais vous avez de la difficulté à m'entendre, juste me faire signe et je vais essayer de reprendre le rythme. Are you recording this? We are, yes. And will you be using it in the exposition later? Oh, that is an interesting question. Because this will be sort of a, rethinking the whole process, and how would you go ethically about this? Well, I would be interested in, because it's a kind of mise en abîme at the end, and my interest in the question of Qui Parle, who speaks, was also, first was the question arose through looking at the works we acquired and observing that question was inherent to all the acquisitions we made, which is kind of interesting in itself because the exhibition here brings together all the works that we acquired and those acquisitions were made without thinking about that problematic, which has become kind of that revealed afterwards. But also the question that I had with Qui Parle, who speaks was also to kind of bring other voices around the works and many discourses around them. So I tried in many ways to multiply the type of discourses that were surrounding artworks, either by artists themselves or by me as a curator, by my colleague as a public programmer, and the fact that I wrote texts for the acquisitions and now for the exhibition I'm writing other texts is also something that we're interested in. How do I speak about works in different contexts and with different voices and different positions? So yes, I think I would be. Well, it's always difficult to hear ourselves afterwards and to be concerned about this wasn't phrased that well. We have a control when we're writing about something that we don't when we speak aloud and more freely in different contexts. So that was also one of our concerns, listening at the recording of the acquisition meeting, we're like, did I say that way? Or it's not that well said, and you get concerned about but this is more of a personal, it's your ego that speaks to those concerns. But yeah, I think that and on the website of the gallery, we archive those conversations that are recorded, and this is something that we're at the gallery very interested in, to construct also some kind of archive with all the activities we do and all the discursive work that's done with. But all of those expressions are, it's never just the language alone. Obviously, the amount of this thing that happens within a jury room or a committee room, or in now this kind of determined community is a difficult word to describe. I'm not saying we've become one, but we have assembled with a unified purpose. And having done that, we can now start to recognize certain things in one another that will allow us to communicate in a different way than when you displace that information and the gestures are no longer present. The exceptional, who nods at you, who's giving you a smile back, as someone speaking still in a frontally located way. I feel a connection to certain people in certain ways, and I watch who's able to stand without rocking. There's so many things that add to our sense of feeling we've been heard or that we've been spoken clearly. But often if you play those things back and extract the physicality and the spatial circumstance from it, you'll be missing a huge part of the communication.
So after 3 hours together with a group of people who have had access to the information in advance, we start to speak in some ways truncated, some shorthand. There's also, you know who those people are. You know, it's not like walking into a room that I don't know everyone's histories, so I will try and speak more broadly and more carefully. And so you watch how that is shifted, just like these works of art that rely on their claimed histories. You know, like it's very easy to look at Suzy Lake becoming Françoise Salavin and see that kind of located transition. And it's something that is quite determined by the artist, that she's drawing on a subjectivity and something that she imagines to be shared. And if you did not know who was either of these women, you could work through this in other ways. But I think it's important to consider that Qui Parle, it's like, when can you recognize as language, or when can you recognize as statement or subject position? And oftentimes that doesn't happen through the spoken word. It happens through a multiplicity of gestures. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ce processus-là? Ensuite, on va se diriger dans les salles et peut-être réfléchir davantage autour des œuvres. Oui? Ben, comme on est sur le sujet, en fait, moi j'ai une question justement par rapport à ça. Puis en fait, la question c'est qu'est-ce qu'on gagnerait à mettre, par exemple, cet enregistrement-là ou l'enregistrement qui est ici, dans le contexte d'une exposition. Je serais curieux de savoir un peu ce que vous avez pensé, parce que j'imagine que d'une certaine manière, cette conversation-là pourrait être accessible à quelqu'un qui fait un travail d'archive. Donc, c'est pas une question de est-ce que c'est accessible ou non, c'est plutôt le mode d'accessibilité qui change. Absolument. Oui, en fait, effectivement, et ça, c'est une des questions dont on a discuté à ce moment-là, indépendamment du confort de chacun à vivre avec la possibilité d'avoir l'enregistrement dans l'exposition. On se posait la question de savoir est-ce qu'on a le droit de le faire? Est-ce que les règles qui encadrent les processus dans lesquels on s'engage nous permettent de faire ça? Et effectivement, le procès-verbal, tous ces documents liés au processus d'acquisition se retrouvent éventuellement dans les archives de l'université, mais sont accessibles à travers une procédure très réglementée qui est soumise à la loi d'accès à l'information, etc. L'intérêt d'avoir ce type de document dans l'exposition, pour moi, était davantage de rendre audible tout l'argumentaire qui faisait en sorte que ces œuvres se sont retrouvées dans la collection de la galerie. Donc, de créer aussi plus de transparence autour du pourquoi des acquisitions, des choix que l'on fait, évidemment, et de rendre plus explicite, si on veut, les enjeux de privilèges, d'exclusion qui sont effectivement partie prenante de ce type de processus. Et aussi, ce qui me frappait en réécoutant la bande audio, en relisant le procès-verbal, c'était la richesse des échanges que nous avions eus aussi avec le comité d'acquisition. Parce que le comité d'acquisition, pour nous, n'est pas simplement un organe décisionnel qui sanctionne l'acceptation de propositions ou non, mais qui participe de plein pied à la réflexion autour de la programmation de la galerie, de l'orientation de nos choix de collectionnement, etc. Et la discussion que nous avions eue ensemble était extrêmement riche et m'avait, entre autres, également permis d'identifier cette problématique de la discursivité, de la subjectivité parlante dans ma réflexion sur les œuvres acquises. Donc, je trouvais que d'avoir ces autres voix qui venaient aussi tempérer l'autorité que j'adopte aussi en tant que commissaire de l'exposition, en tant que conservatrice de la collection,
me semblait intéressant. En contrepartie, je pense que ça créait un contexte où les membres du comité se retrouvaient avec une responsabilité peut-être déséquilibrée par rapport à le poids de la responsabilité. On aurait pu penser que ces gens qui participent au processus décisionnel portent une responsabilité peut-être plus grande que celle que nous, en tant que membres de la galerie, assumons, alors que, effectivement, comme Jake l'a mentionné, les propositions d'acquisition sont très sélectives, sont proposées de façon très... le choix est fait à l'avance de façon très, très rigoureuse. Donc, c'est ça, on ne voulait surtout pas créer une ambiguïté autour de qui décide et qui est responsable de... It's a very big distribution of agency, like, and when we're describing the important decisions that have been made at the LN over the past 10 years to have the embargo on collection and not to do that anymore, and then to make decisions about supporting the production of work versus the collection of work, and what that means, like what kind of authorial role is that, and that's coming from Michel Thériault, who made those decisions. But then when the decision to collect came back into play, how are we spreading that kind of answer back? There's a call and response. And I think that's what you're referring to. Obviously, a lot of, as you said, rigorous work was done to make these, to even bring the choices to the table. But then the committee's role is to reflect back or answer back or support or trouble what is being brought to us. And in a way, that's where some of the plurality of public spaces that show work to the public starts to happen. And this was a method of making those things as amplified as possible. Maybe not as possible, but it was a real sincere interest in looking at how we can amplify the plurality of a place that answers to multiple publics and communities and institutional structures. So it gets quite interesting what has been brought back into collection at this moment in time. And we are going to visit, I want to visit the works more soon, because I think that we can reflect on this forever in very, very interesting ways, but it will never be done better than actually addressing the works of art. And it is interesting to note that of the actual, like voices actual, as in sonic, they're all going to be of women. And the voices implied, or through text, or image projection, will be male. This is not to propose a binary, but I think it's of interest immediately. We have like, which voices do you actually get to hear here? And how are you able to receive them? How will you take them in? What kind of care has been put into place to allow us to hear them at what register? You also have to imagine who hears, and when do you hear it as a message delivered, or when do you hear it as something more granular or sensorial? And I think those things can never be teased fully apart. Oui, et donc, dans la présentation de ce soir, on a pensé que ce serait intéressant, justement, parce qu'on a un intérêt commun pour la voix, de concentrer l'attention davantage sur les voix que l'on entend très physiquement. Et ce qui est particulièrement intéressant, et c'est une chose qui m'a frappée après avoir fait les acquisitions, c'est justement la présence dans les œuvres de la voix même de certains artistes, de certaines artistes en particulier. Donc on a plusieurs œuvres où l'on entend très littéralement la voix des artistes, celle en particulier de Joanne Balkan, de Isabelle Powles et de Maura Davey. Donc je vous proposerais peut-être dans un premier temps d'écouter la vidéo de Joanne Balkan qui est la plus courte du corpus, donc c'est la raison pour laquelle on peut faire ça en groupe aujourd'hui. Les vidéos, c'est toujours un peu difficile de faire des visites ou des événements dans la galerie lorsqu'il y a des vidéos qui sont très longues. C'est le cas dans cette exposition-ci. Donc on va quand même prendre un peu de temps pour peut-être écouter quelques minutes des autres vidéos, mais
Jake et moi voulions prendre peut-être comme point de départ de la visite l'œuvre de Joanne, qui est très courte, 3 minutes, qui normalement s'écoute avec des écouteurs, mais pour les besoins de la présentation, nous allons la faire jouer avec des haut-parleurs et peut-être avoir un échange autour de cette œuvre-là tout après. Particulièrement intéressée dans le contexte de Qui Parle dans cette œuvre-là, c'est le mode d'adresse de l'œuvre. Il y a plusieurs œuvres dans l'exposition dont on s'attend à ce qu'elles emploient le je. Il y a une dimension autobiographique très forte, ou du moins autofictive, si on peut dire, dans une œuvre comme celle-là. Mais le fait que Joanne utilise le tu pour construire la narration de sa vidéo me semblait extrêmement intéressant, et je me suis beaucoup questionnée sur la nature de ce tu. Est-ce que c'est à qui l'artiste s'adresse-t-elle? Dans quelle position parle-t-elle? Est-ce que il y a plusieurs réponses à cette question. Moi, la lecture que j'en faisais a priori, c'était un tu qui parle en tant que surmoi culturel, institutionnel, donc ce que verbalise la narration de cette vidéo, pour moi, renvoie aux impératifs de succès, à la pression du milieu, aux attentes qui sont créées envers l'artiste et qui contribuent à construire l'identité de l'artiste et sa façon de s'exprimer dans des contextes sociaux. Mais aussi, évidemment, il y a la voix de l'artiste qui se parle à elle-même, il y a aussi la voix de l'artiste qui s'adresse à d'autres artistes qui ont une expérience partagée, mais ce dont elle parle relève de choses qui, normalement, ne se disent pas ou dont les artistes ne parlent pas lorsqu'ils se vantent les uns aux autres de leur hyper-productivité dans des contextes très particuliers. Donc, voilà, je trouve que ce tu est particulièrement intéressant dans cette vidéo. Je ne sais pas si tu avais... Yeah, the motive address is very important, but also this the motive address and the internalization that's happening as you go deeper and deeper into the full focus. You know, as you start with the full screen of it's a picture on the wall, and then it starts to become something you become actually surrounded by, and you start to recognize the texture not only of the canvas, but you also then start to feel the texture of the voice. And the Barthian term of the grain of the voice is hyper extenuated by Joanne's voice. Like we start to feel her disdain for others and for herself, and this kind of, as you get more and more internally into the image, you get more and more into a kind of personal expression, which may or may not be fiction, but that tight connection between such a simple decision around image and action of the image that parallel the text so fully is what makes this work feel so complete and shockingly longer than its 3.5 minutes. You feel like you get a lot of information there, and part of it is the evocation of other temporalities. You know, you're aware of this coming from childhood. And so there is a passage that's being suggested to us that is happening visually for us as well as vocally, and you feel that it's very well performed. And as we move through the other voices, you're going to start to feel the distinctions between the use of the voices. And so I felt like when Katrie had told me she was going to start with Joanne, I was like, this is perfect, because not only is it an introduction to the modalities that this exhibition is now working with around speaking, who is speaking. It also introduces that institutional critique. For Canadian artists, of course, the BAM Centre has been this form of mecca or dream space, or also a sign of acceptance. If you were able to go there, you had arrived at a certain point. So for that to become this kind of entry point to an exhibition about acquisition and institutional vocality, it seemed like a really poignant space to be. And of course, regularly it's on the headphones, and that also puts you immediately in a position
of the listening subject actually being quite internal as well. And I feel like that was the decisions, like obviously this piece could be with the sound fully in another exhibition space, but this work is a rare example of a piece that has sound to it that's not savaged by moving to headphone. I actually think it's a very materially strong decision to put us into this place where we're watched, and we're watched listening when we watch this piece. So it felt like it was a very strong curatorial decision that showed a real understanding of the work and let you get more into the content of the piece than one would necessarily always be able to get at. Et en fait, peut-être juste pour faire un lien avec l'œuvre qui est présentée plus ou moins en face à face aussi, l'œuvre de Raymond Boisjoli qui aussi, bon, c'est une œuvre très complexe et très opaque sur le plan du langage, mais qui réfère au langage au langage administratif, au langage bureaucratique, qui fait partie des processus à travers lesquels les artistes passent aujourd'hui pour produire leur œuvre. En fait, les énoncés un peu cryptiques qui se retrouvent dans cette œuvre-là font référence à la pratique de l'écriture des demandes de subventions, des demandes de bourse, et sont comme des espèces d'énoncés flottants dont la voix est plus ou moins incertaine, si on veut. Et pour moi, il y a une relation assez intéressante entre ces deux œuvres-là sur le plan de la construction du statut d'artiste à travers le langage. Quand Joanne parle dans sa vidéo de la manière dont les autres artistes autour d'elle parlent et de la manière dont aussi le personnel du Banff Center s'adresse à elle, toute la rhétorique autour des résidences d'artistes. J'étais très intéressée de lire la description des programmes au Banff Center quand on dit ça. Il y a toute une rhétorique autour de la créativité, de la recherche libre et tout ça qui place l'artiste dans une position très anxiogène finalement, où on sent qu'il y a une pression de performer. On se fait dire que le contexte est le contexte idéal pour produire, etc. Donc il y a cette espèce d'internalisation d'une exigence qui se veut un privilège, mais qui en fait devient d'une certaine façon un piège ou une espèce de cage. Et dans l'exposition, il y a plusieurs œuvres comme ça, je pense, dans l'œuvre d'Isabelle Powell, c'est présent aussi, qui réfléchissent sur la condition d'artiste et sur la manière dont le langage est partie intégrante de la construction de la figure de l'artiste et de son identité et de son identité institutionnelle, effectivement. Donc, il y a aussi cette espèce d'auto-réflexivité dans les œuvres et l'intégration de ces œuvres-là dans un contexte institutionnel devient aussi partie prenante et le discours qu'on construit autour de ces œuvres devient partie prenante de leur existence et de la construction du discours d'artiste. Et donc, il y a toute une circularité autour de l'usage du langage qui est assez intéressante sur ce point. Well, unfortunately, it's very performative. And it's kind of the beauty of the work is that as much as she hates performativity, this work is fully performative. The hooks are there constantly. It's quite remarkable. The reflection off of the sort of visual chorus you have here becomes actual with Isabelle Powell's. And so you've got this persistent shift between individual and publics and resonance that actually perform in very dramatic ways, like the chorus that you literally hear multiple voices speaking back, referring, confirming, or denying, and then the solo. It's a very nice reflection, and that it is a physical reflection because, well, this isn't a screen by any stretch, as in it's an object that we're projecting on. It's not doing much reflection. It's remarkable how luminescent this pasted wall becomes, and I think that starts to have another kind of material resonance here that I find quite interesting. Donc, je vois le temps passer. Oui, On oui. va peut-être
se diriger de l'autre côté et dire quelques mots à propos de l'œuvre d'Isabelle Pavos, Donc, elle en a fait une version qui est plus linéaire, mais qui donc part aussi d'un scénario, d'un script qui construit, qui est un travail d'édition extrêmement précis et complexe, où Isabelle a amalgamé, si on veut, différents matériaux. Il y a 50, elle le présente comme étant un mélange de 50% de matériaux originaux et 50% de matériaux non originaux, qui comprend toutes sortes de choses, de la correspondance entre une dominatrice sexuelle et ses clients potentiels, une pièce de théâtre écrite, un one-woman show écrit par sa sœur autour de son expérience en tant que comédienne / dominatrice. Il y a des clips fétichistes pris sur le web, des annonces de promoteurs immobiliers, bon, il y a toutes sortes de choses. Et c'est une œuvre qui je pense, aborde toutes sortes d'enjeux, mais entre autres, il y a un rapprochement intéressant qui est fait entre la communication, les échanges verbaux et les interactions sexuelles de nature commerciale dans la pornographie est un des éléments importants dans cette œuvre-là. Et en termes de voix, ce qui est intéressant, c'est de réfléchir à la position aussi dans ce cas-ci, de la femme artiste au sein d'une espèce de champ de force où il y a différents désirs conflictuels qui se manifestent et qui s'expriment par des canaux très, très distincts de l'ordre de qui mettent en jeu le consumérisme, les forces capitales. Et c'est aussi, je pense, cette œuvre-là, une réflexion sur la condition d'artiste et sa manière de négocier le quotidien, de négocier le travail, les conditions dans lesquelles l'artiste doit opérer pour survivre. Et le rapprochement avec la pornographie, je pense, est assez intéressant de ce point de vue-là. She also there's one line in the text that I think is really evocative and also demonstrative, where she says she plays her little part in the museum while the air conditioner speaks volumes around her. It's really a beautiful sort of complete assembling of all of the multiple meanings going on in here about how this female voice will only be allowed a certain level of access and performance, whereas the structures that will even cool the air can overpower her. And of course, I'm not taking them to be literally the air conditioners, though of course, as anyone that's worked in a Concordia building can tell you. Yes, we have that problem Yes. actually in that room there. That's the truth, but it's also, what does it mean to run HVAC, and who pays those bills, and what is the maintenance required for an environment of exhibition and display? So it's a very it's a really critical line, and it happens very early on in the work. And again, she's working with things that become increasingly difficult and challenge our ideas of axiology, value, and aesthetics. And I feel like this underlining, it just continues to resonate, and it is her sister's voice. So I also find that additionally powerful. Oui, en fait, il y a la voix d'Isabelle et il y a la voix de sa sœur. En fait, Isabelle a une sœur jumelle qui est l'actrice dominatrice dans le scénario. Et Isabelle, l'artiste, performe la voix off que l'on entend aussi. Mais ces deux voix, parce qu'elles sont les voix de sœurs jumelles, tentent à se confondre. Et ça, c'est une chose qui est assez intéressante. Et j'avais cette conversation avec Isabelle par courriel hier. Et elle me disait qu'elle avait quand même tenté dans la construction sonore de l'œuvre de positionner ces voix-là à des endroits différents dans la vidéo. Elle dit sa propre voix, la voix off, est plus centrale, la voix de sa sœur se place un peu plus sur le côté, et c'était plus distinct dans la version multimédia, évidemment, parce que les voix étaient localisées dans l'espace physiquement de façon différente et non pas dans une vidéo monobande. Mais ce qu'elle mentionnait, je trouvais ça assez intéressant, c'est qu'elle dit « Je ne crois pas, par ailleurs, malgré la confusion, que l'actrice dominatrice, qui est
qui assume une position de performeuse de façon... Bon, elle assume pleinement cette position, ne cherche pas comme alter ego la vraie artiste qui est narratrice de l'œuvre et inversement. Cela dit, il y a quand même dans notre expérience de spectateur, je crois, la possibilité de réfléchir sur ces choses-là. De quelle façon Isabelle Powles, comme artiste qui assume la narration de sa vidéo, n'est pas... il n'y a pas une projection possible dans la condition qui est décrite à travers la performance de la comédienne dominatrice qui essaie de négocier sa place à travers l'expression des attentes, le désir d'autrui. Et toute la question du statut professionnel de l'artiste, je crois, est vraiment centrale dans cette œuvre-là, abordée d'une façon très différente que dans l'œuvre de Joanne, mais je crois qu'il y a aussi cette réflexion-là qui opère. Well, it remains a very important critique of capitalism in general, like this sort of stand-in for how we choose our own oppression and we choose to pay for it. Mm-hmm. There's a really clear gesture within her work that always complicates that. It's not simply the personal artist that has this structure that we need to struggle against, and part of that use of the real estate advertising and this sort of persistence of flash imagery that is about selling things back to us and our ability to swallow them. And as they become more and more difficult, but then it's conflicted with this seduction of the oppression. And if you choose it, have you been oppressed by it? So there's a very very important capitalist critique happening in that work that implicates the artist in that structure as well, that lends itself to this kind of institutional critique we're attempting to do. Absolutely. May I ask a question? At what point was the decision to make this into a two-dimensional artwork in terms of sound was made? Was it the time when the artwork was acquired? Is it a commission decision, or was it the artist when she knew that she was? She chose that iteration. She did. Yeah, it's shown prior to being here, before acquisition. It has shown at her own gallery, and I clearly got some things wrong about this, so help me if I make a mistake. But she was at NPAC for a year to produce that work, and then from there it was performed in the multi-channel. Have you seen the multi-channel? So there are different Well, versions it of the same actually, artwork. she was hesitant because it was shown in that version in Sophie Bellaire's exhibition. Yeah. And there was hesitation about showing it, that iteration. Oh, really? In Yeah. the 2D? Yeah, Okay. there was some, but when she did it, it was decided it was okay. It exists, as So the work has been presented here before, yeah. before the acquisition as part of one of the projects, and it's one of the reasons sometimes because the acquisitions have to be made in very close relationship to our programming of exhibitions and the orientation of the gallery. So sometimes we do acquire works that have been presented in exhibitions here, and that was the case for Isabelle. Yeah. So she produced that 2D version, not especially for the exhibition, but it was a choice that she made after but yes, she was, and she had issues with the sound because the work was created as Multi-channel. Yes, Yeah. and in a space where like conditions of like it's Acoustic. theater, like so. Here in the gallery space, she's always like, "Oh, the sound is not perfect," and we had to work very hard to make her accept that the sound is played with speakers because in the first place she wanted headphones because of course the sound is better with headphones. So yeah. So, where to now? Well, Maura or Christina? Maybe we speak about one last work. Est-ce que vous avez Maybe we should go to Christabel. Donc, simplement pour mettre en contexte cette œuvre-là, en fait, c'est une œuvre de Christabel Stewart, qui est une artiste autochtone qui
qui a produit une œuvre sur sa mère. En fait, elle a trouvé, en faisant de la recherche, un document de 1967 qui est le docu-fiction que vous voyez à gauche, qui est un docu-fiction qui a été fait par CBC Radio-Canada en 1967 dans le cadre d'un programme qui s'appelait Caméra Ouest. Sa mère, Séraphine Ned, a été la première infirmière à être diplômée en santé publique de la Colombie-Britannique. Et donc, l'artiste a juxtaposé ce portrait que la Radio-Canada CBC avait fait de sa mère à l'époque, où elle joue elle-même, elle rejoue des scènes de la période où elle fait ses études en soins infirmiers à Victoria, avec le témoignage de sa mère à la Commission de vérité et réconciliation du Canada en 2013 à Vancouver. Donc, il y a un écart d'environ 50 ans entre les deux vidéos et elle juxtapose donc, ces deux portraits de sa mère. Et donc, c'est assez intéressant d'écouter cette même personne qui parle, mais dans des postures d'énonciation très différentes et qui nous place aussi comme spectateurs, je crois, dans des postures d'écoute très différentes. D'un côté, on a toute l'éthique et la politique du témoignage qui est très mise de l'avant aujourd'hui, et de l'autre, une espèce de fiction qui, en même temps, fait participer sa mère à la construction de sa propre histoire. Donc, ce sont deux récits de la même vie, où il est question aussi d'éducation, de formation, l'expérience de sa mère à travers le pensionnat autochtone. Ensuite, une expérience aussi de formation où elle choisit une voie particulière, celle d'être formée comme infirmière. Et donc, c'est très intéressant aussi de voir ces deux récits traverser entre les deux vidéos qui sont finalement des documents d'archives. The constructed subject that works so differently in both of those, though, are equally controlled. And when you see this sort of, where Séraphine Ned is speaking in the first one, and she's often in the voiceover, she's often being asked questions and responding to them. And then when we get to the TRC, and she commands her role there so fully. It's quite remarkable. And it's only Séraphine that we see. And she's speaking, she's like, okay, well, tell me the kind of questions you're going to ask. And then he asks some questions. She goes, is it going to be like that? Well, then I'm going to start in a different way. That she just immediately turns this position from, you cannot sort of feast on my trauma, I have something to say. And it's this remarkable gesture of this assuming the subjective role, even when others are bearing witness to your trauma. The way she does it is so powerful. And she does, you've seen parts where she was quite broken down and touched, and like her real life is being told to you in a very remarkable way. But it concludes with her taking back this complexity of how her life has been constructed that makes that piece quite resonant, well beyond any of the individual moments. So like when you have the jazz of the CBC, this nicely dressed young woman having tea with others, and there's like a jazz backdrop, versus this very fully frontal, not beautifully lit, not constructed in that same way, but she starts to command it in really telling and generous ways, and she doesn't let us stop her in any way. Like her final words are about how she's the city slicker. She describes how what was taken from her, but then what she chose to assemble for herself. So it's quite a complex work. When so many people are doing work around what it means to speak as an Indigenous woman or as an Indigenous person at all, and there's so many conflicting feelings of what is happening with the TRC and who is actually speaking there, and is that a performance only to make white people feel more comfortable? And it's interesting because she both draws you in and upsets you appropriately, but never abandons herself. So it's an exceptional project between a mother and daughter,
that's addressing a set of social circumstances that we don't yet know how to address. So it's quite powerful. Each of these works is clearly worthy of a great deal of study, and I'm not saying this just as a fan of the work, but one of the luxury we have as people that take the time to look to these things, you then are able to kind of look at the textility of them more so than the textuality. It's not just language and it's not to be read. It actually starts to become quite fibrous, and these multiple strands create some sense of surface, but if we can keep picking at them, we're rewarded with some remarkable diffraction as opposed to simply reflection. On va peut-être juste faire peut-être un lien aussi pour terminer ce que tu disais par rapport à la façon dont elle prend parole. C'est-à-dire que dans cette vidéo, il y a différents contextes et différentes personnes qui font parler Séraphine dans la vidéo de celui-ci aussi. C'est assez fascinant de voir tous ces individus. Il y a à un moment donné un homme religieux, des professeurs, des camarades de classe. Tout le monde veut la faire parler et elle est souvent dans des positions où elle doit exprimer son malaise, sa singularité à travers dans un contexte où elle est principalement entourée de blancs qui ont des expériences différentes de la sienne et tout ça. Et dans la vidéo de la commission, elle prend réellement le contrôle sur son propre récit. Et c'est vraiment fascinant cette idée de la prise de parole comme geste de juste le mot anglais qui me vient en tête, d'empowerment, et de réfléchir cette œuvre-là avec, ici dans la salle, Ian Wallace Magazine Piece, qui est une œuvre qui, juste pour en dire deux mots, qui se présente sous forme d'instruction et qui, sous la forme d'un schéma, en fait, qui peut être adapté de façon plus ou moins libre et qui consiste à choisir un magazine à diffusion massive, à le désassembler et à le présenter sur le mur d'une galerie dans une séquence en grille. Et cette œuvre-là a été conçue ici dans le cadre de l'exposition par le stagiaire curatorial qui est à la galerie pendant la session. Et quand je lui ai demandé de réfléchir à quel magazine, quel numéro on pourrait mettre en espace dans le cadre d'une exposition qui s'appelle Qui Parle, qui s'inscrit dans la galerie ici de façon très précise, dans le contexte présent dans lequel on évolue. Il a choisi, entre autres, de mettre en espace le numéro du 18 décembre 2017 du Time Magazine sur la personnalité de l'année et qui porte sur le mouvement MeToo et toutes ces femmes qui ont pris la parole pour dénoncer des abus qu'elles ont subis. Et je trouve que on est dans des enjeux complètement différents, mais l'idée de la prise de parole et dans ce cas-ci, de la subjectivité qui s'exprime à travers des traumas ou des expériences souffrantes est assez intéressante dans le geste de s'exposer et de parler, de construire son identité à travers une prise de parole. Donc, je peux juste peut-être faire ce clin d'œil-là. It's very fascinating to conclude here where the arguably most tied to conceptual practices, the work that's most overtly of the lineage that we could say was conceptual art, has been oddly brought into an exceptional materialization of a feminist statement. And the leakage from sharing a wall, like the hinge of that wall between Isabel Powell's and Ian Wallace, because of the choices that were made by Chris, you really start to amplify that question of Qui Parle, who speaks, and it lets you know kind of the potentiality of these sites where we locate and exchange these kinds of possibilities. So it's kind of a perfect place to stop in some ways, because it can't stop. Voilà, merci beaucoup d'avoir été là.